Bonjour et bienvenue dans la séance 5 de la séquence 4 du programme de géographie des classes de 5e, intitulé, je vous le rappelle, l'eau et le pétrole, deux ressources à ménager. Au cours de la dernière séance, nous avons travaillé sur une étude de cas géographique intitulée Le pétrole, ou si vous préférez l'or noir, et ses enjeux au Moyen-Orient. L'occasion pour nous de découvrir la place prise par le pétrole dans la société et l'économie des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, l'importance prise par les hydrocarbures. Aujourd'hui, nous allons étudier tout à fait autre chose. Tout autre chose, mais néanmoins liée à la problématique des hydrocarbures et plus exactement de l'énergie, puisque nous allons aujourd'hui voir à l'échelle mondiale, à l'échelle de la planète, quels sont les principaux enjeux liés à la consommation d'énergie pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Commençons avec le constat suivant. Quelle que soit la ressource utilisée, quelle que soit l'énergie consommée, la consommation d'énergie dans le monde connaît une véritable explosion depuis les années 1960. C'est le graphique qui se trouve à droite, le grand graphique qui se trouve à droite. On voit, quelle que soit encore une fois la ressource, on voit véritablement que la courbe devient pratiquement verticale et que le mouvement continue. Et cela s'explique grâce au petit graphique de gauche, qui est un rappel, qui est le rappel que la population mondiale connaît également depuis les années 1950 une véritable explosion démographique, et que plus la population augmente, plus la consommation d'énergie va également augmenter. C'est lié. Les besoins augmentent, les besoins en énergie explosent, donc la consommation d'énergie explose. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte, c'est un petit peu comme pour l'agriculture, que les besoins soient couverts par la production à l'échelle de la planète. Et justement, l'accès à l'énergie est une question cruciale aujourd'hui et demain. Vous avez sous les yeux une carte qui peut vous paraître un peu curieuse parce que, bon, d'abord, elle est rédigée en anglais, mais surtout, vous voyez qu'il manque, tout le Nord, c'est-à-dire tous les pays riches de la planète. Il manque l'Amérique du Nord, il manque l'Europe, il manque le Japon, il manque l'Océanie. Parce que dans ces pays-là, l'accès à l'énergie et donc à la consommation d'énergie n'est pas un problème. Tout le monde a un accès à l'énergie, ou presque. Par contre, dans les pays du Sud, Amérique latine, continent africain, Asie de l'Ouest, Asie du sous-continent indien, Asie de l'Est, alors là, c'est une autre paire de manches, c'est une autre affaire. Et vous voyez que vous avez des cercles à l'intérieur desquels il y a des chiffres. Les chiffres, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas un accès quotidien à l'électricité. Et le cercle transparent, c'est pour l'année 2009, le cercle en blanc, c'est pour l'année 2030. Donc vous voyez par exemple, en Amérique latine, il y avait 30 millions d'habitants qui n'avaient pas accès à l'électricité au quotidien en 2009. Ils ne seront plus que 10 millions en 2030. Donc ça veut dire que la situation s'améliore. 3 fois plus de gens auront l'accès à l'électricité
d'ici 2030. Donc ça veut dire qu'ils auront une ampoule électrique pour s'éclairer. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon. Ou ils auront une prise de courant pour recharger leur téléphone portable. Par contre, si on regarde l'Afrique, eh ben, la situation s'aggrave. Vous aviez 586 millions de gens qui étaient privés d'électricité au quotidien dans les campagnes notamment, mais même parfois aussi dans les villes d'Afrique. Et on va passer à 645 millions, c'est-à-dire qu'en fait la situation va s'aggraver. Et le fait est que, et on y reviendra la prochaine fois quand on fera la carte de synthèse, dans les pays pauvres, l'accès à l'énergie n'est pas garanti à tous. Et on estime que aujourd'hui, on a à peu près 1,2 milliard, 1,3 milliard d'habitants qui n'ont pas un accès libre, facile, quotidien à l'énergie. Avant d'aller plus loin dans la réflexion, je vais vous proposer d'identifier les différentes sources d'énergie aujourd'hui utilisées par l'homme et de les classifier, de les classer en deux catégories. En vert, les énergies renouvelables, en rouge, les énergies non renouvelables. Donc vous avez quelques illustrations qui représente une partie des différents types d'énergie disponibles. Et donc, je vais vous demander, dans un premier temps, vous voyez, vous en avez 10, vous avez 10 sources, je vais vous demander de les colorier soit en vert, soit en rouge. Et vous allez voir que pour une d'entre elles, la question n'est pas si facile à trancher. Allez-y, mettez-moi sur pause le temps de faire l'exercice. Alors, parmi les énergies renouvelables, on a donc l'énergie solaire qui est inépuisable tant que le soleil brille. Bon, on sait que le soleil finira par disparaître, mais ça n'est pas à l'échelle de l'homme, puisque c'est en termes de millions d'années, donc on peut considérer que le soleil est une énergie renouvelable. Même chose pour la géothermie. La géothermie, si vous l'ignorez, c'est lié au magma, c'est lié à la composition même de l'intérieur de la Terre. Donc la chaleur dégagée par le magma va permettre de chauffer naturellement les nappes phréatiques, l'eau qui se trouve de manière souterraine. Et c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, à Aix-la-Chapelle, Charlemagne pouvait se baigner dans des thermes naturellement chauffés par la géothermie. Vous avez également l'éolien, c'est-à-dire le vent, qui va permettre, avec des éoliennes, des sortes de grands moulins à vent, de fabriquer de l'énergie d'origine éolienne, donc venteuse. Vous avez l'hydraulique, c'est-à-dire la force des courants, alors particulièrement sur les fleuves, mais aussi sur certaines rivières, qui vont permettre, grâce à des barrages qui vont être installés sur le cours d'eau, de fabriquer de l'énergie d'origine hydraulique. Vous avez également la biomasse. Vous avez de très nombreuses fermes aujourd'hui qui récupèrent le lisier de porc ou le fumier des vaches pour le transformer en gaz méthane qui aujourd'hui permet d'alimenter les villes proches ou les villages proches. Donc un gaz méthane d'origine naturelle. Ça, c'est pour les énergies dites renouvelables. Après, vous avez les énergies qui ne sont pas renouvelables, le pétrole, l'or noir, mais aussi le gaz naturel, ainsi que le charbon. Et alors le dernier né des énergies non renouvelables, c'est le gaz de schiste. Alors, il reste, comme vous pouvez le voir, une incertitude concernant le nucléaire.
l'énergie nucléaire est-elle une énergie fossile, c'est-à-dire non renouvelable, ou au contraire, s'agit-il d'une énergie renouvelable? Alors, il y a débat, et ce débat est aussi orienté selon que vous êtes un partisan de l'énergie nucléaire ou pas. Les défenseurs de l'énergie nucléaire ont tout intérêt à considérer et à faire croire que l'énergie nucléaire est renouvelable, parce que la plupart des gens, quand on évoque énergie renouvelable, pensent à énergie douce pour l'environnement, c'est-à-dire comme l'énergie solaire ou comme l'énergie éolienne. Les adversaires de l'énergie nucléaire, eux, ont tout intérêt à considérer que l'énergie est fossile, parce que dans l'esprit du grand public, l'énergie fossile, c'est de l'énergie très très polluante, hein. On a tous en image dans la tête les cheminées crachant de noire fumée due au charbon qui est brûlé dans des chaudières. Donc c'est pas très neutre l'image que l'on peut avoir du nucléaire selon que l'on est pour ou selon que l'on est contre. Alors en fait la bonne réponse c'est que l'énergie nucléaire n'est pas une énergie considérée comme renouvelable. Tout simplement parce qu'elle repose sur l'utilisation de l'uranium et que l'uranium n'est pas un minerai inépuisable. Il en existe des quantités finalement assez réduites et on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, on ne pourra plus trouver d'uranium. Bon, j'aime autant vous dire que ce n'est pas demain la veille. Et c'est aussi ce que font entendre ceux qui disent pas du tout, l'énergie nucléaire est renouvelable. En fait, la question pour l'instant n'est pas véritablement tranchée, mais on va considérer que l'énergie nucléaire est considérée comme non renouvelable. Donc on va la colorier en rouge. Alors la preuve, c'est que si vous regardez le graphique qui se trouve sur cette diapo et que l'on doit au ministère allemand de l'économie et de la technologie, à l'échelle planétaire, on voit que l'uranium est rangé dans les mêmes catégories que le pétrole, que le gaz et que le charbon, qui sont considérés sans aucune réserve, sans aucun doute, comme des énergies fossiles, et bien tout simplement parce que ce sont des énergies qui sont épuisables et qui seront un jour épuisées. On estime qu'aujourd'hui, en l'état des connaissances des gisements de la planète, il reste à peu près 42 ans d'exploitation de pétrole. Qu'il reste à peu près 65 ans d'exploitation pour le gaz naturel. Et on sait que le gaz naturel est une énergie épuisable. On le sait parce qu'en France, on avait un gisement du côté de Lac, dans le sud-ouest de la France, et que ce gisement a été épuisé à la fin des années 1980. Donc en France, on est bien placé pour savoir que le gaz, ça peut s'épuiser. Le charbon, lui, les réserves sont beaucoup plus importantes. À consommation égale, on estime qu'il y en aurait pour à peu près 1,5 siècle. Et l'uranium, un peu plus d'1 siècle aussi. Donc on voit que l'état des ressources n'est pas tout à fait le même partout. Mais néanmoins, 40 ans pour le pétrole, ça fait quand même relativement peu. C'est pour ça, on l'a vu, que les pays qui vivent de l'activité pétrolière sont en train de se préparer à l'après-pétrole. Bon, ceci dit, je ne vous cache pas que quand j'étais à votre place, quand j'étais élève, on me disait déjà que la ressource en pétrole ne dépasserait pas le demi-siècle. Quand j'ai commencé à enseigner, je commençais par dire la même chose, et encore aujourd'hui, j'en suis à dire la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce seuil du demi-siècle, des 40-50 ans, n'a pas bougé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que grâce au progrès de la technologie, on trouve aujourd'hui des gisements qui
qu'on ne connaissait pas, ou alors on parvient aujourd'hui à extraire du pétrole qu'on ne pouvait pas extraire, c'était trop compliqué ou alors trop coûteux, ce qui fait que la barre, le seuil des 40-50 ans ne bouge pas. Bon, donc ça donne l'impression qu'au fond, cette ressource n'est pas si épuisable que cela. Mais bon, il ne faut pas rêver. Malgré tout, le pétrole, un jour ou l'autre, c'est clair, il appartiendra quand même au passé. Comme il est clair aussi que tous les pays de la planète ne sont pas logés à la même enseigne, ne sont pas à égalité en ce qui concerne la ressource, ou si vous préférez, les réserves. Bon, par exemple, le charbon, si on regarde le charbon, là vous voyez sur ce graphique, on a mis les trois grandes énergies fossiles, charbon, gaz naturel, pétrole. Et on voit bien que les États-Unis d'Amérique, par exemple, sont très généreusement pourvus en charbon, comme la Chine ou comme la Russie. Par contre, du charbon, il n'y en a quasiment pas en Amérique latine, et il y en a finalement assez peu en Afrique, par exemple. Hein. En Europe, du charbon, il y en a toujours, notamment en Pologne, en Allemagne, même en France. Hein, on a fermé les mines de charbon en France, mais il reste encore un peu de charbon. Mais ce qu'il y a, c'est que il est très difficile à les récupérer, hein, c'est-à-dire qu'il sera très coûteux et qu'en fait, ça vaut économiquement pas le coup. Il faut se dire que ça coûte moins cher d'acheter du charbon qui vient d'Australie. Lui faire la moitié de la planète en bateau, ça coûte moins cher que d'aller chercher, d'extraire le charbon qui reste dans les couches charbonnières du nord de la France. Ça paraît absurde, mais c'est pourtant vrai. Bon. Pour ce qui est du gaz naturel, on voit que la Russie, par exemple, ou le Moyen-Orient sont très généreusement pourvus. Et que pour le pétrole, eh ben, très clairement, bon alors l'Océanie par exemple n'en possède pas, l'Asie finalement en possède très peu, sauf le Moyen-Orient qui, comme on l'a vu, est la région numéro 1 pour ce qui est des réserves énergétiques en matière pétrolière. Et quand vous êtes un secteur économique qui dépend quasi exclusivement d'une ressource énergétique fossile, eh bien, préparer l'après-pétrole, ça peut être à la fois indispensable et compliqué. Et je pense par exemple au secteur de l'automobile. Hein, on vous parle ici dans cette une de journal du tournant électrique de l'industrie automobile européenne, mais ce tournant électrique, ce virage devra être négocié par tous les constructeurs automobiles de la planète, aussi bien les constructeurs nord-américains comme Ford, comme Chrysler, que par les constructeurs automobiles japonais comme Toyota, comme Nissan, que par les Européens, parce que le constructeur automobile qui va louper le virage va probablement disparaître. Ah, ça ne pardonnera pas. Hein, on l'a vu dans d'autres domaines, des fabricants de téléphones qui avaient loupé le virage du numérique, hein, qui n'avaient pas cru qu'on pourrait avoir Internet sur le téléphone, ont purement et simplement disparu. Hein. Donc les automobiles, ça sera pareil, les constructeurs s'y préparent. Mais passer du moteur thermique, hein, du moteur à essence si vous préférez, que l'on utilise depuis le début de l'automobile vers les années 1900, passer donc du moteur thermique au moteur électrique, c'est plus simple à dire qu'à faire, hein, parce que vous le savez aussi bien que moi, bon, ça a un coût. Et puis surtout se pose la question de l'autonomie, parce que l'idée est simple, hein, recharger sa voiture comme on recharge son téléphone portable, sauf que c'est quand même très contraignant, parce que ça veut dire qu'il faut mettre en place tout un réseau
à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, à l'échelle du monde. Mettre en place tout un réseau de bornes de recharge. Il y a le coût de la recharge, il y a aussi le temps passé à recharger, parce que si vous devez passer plusieurs heures à recharger votre voiture pour faire 200 km, eh ben, ça va considérablement freiner dans l'esprit des clients particuliers la volonté d'acheter une voiture électrique. Hein. Si c'est très compliqué, ben, les gens ils resteront à l'essence. Donc, vous voyez que là, il y a un enjeu majeur, et c'est pour ça, par exemple, qu'il a été décidé en France, par exemple, que les deux grands constructeurs automobiles, Renault et Peugeot, PSA, hein, Renault, Peugeot, Citroën, qui sont certes des concurrents, évidemment, mais qui sont aussi dans le même bateau, hein, puisqu'ils sont des constructeurs automobiles, vont s'associer avec Total. Total, dont le cœur de métier, c'est quand même la raffinerie de pétrole. Donc ces trois-là vont se mettre ensemble pour préparer eux aussi l'après-pétrole, parce que bah, pour un géant pétrolier comme Total, c'est aussi l'avenir qui est en jeu. Et avec ça, tous les enjeux en termes d'emploi, hein, des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Donc il ne faut pas se louper. Une autre énergie est actuellement sur la sellette, hein, c'est-à-dire que son avenir est sur le fil du rasoir, sur le fil de l'équilibriste, c'est l'énergie nucléaire civile. On ne parle pas de la bombe atomique, hein, on parle de l'énergie d'origine nucléaire. L'électricité fabriquée par des réacteurs. Alors, elle est sur la sellette, cette énergie, tout simplement parce que cette énergie, qui n'est donc pas renouvelable, est aussi une énergie très très dangereuse pour l'environnement. Bon, vous me direz, le pétrole aussi, mais là, on parle de radiations nucléaires qui sont extrêmement dangereuses pour la santé en cas d'accident nucléaire. Or, en 2011 a eu lieu un incident majeur. J'entends par majeur qu'on a une centrale nucléaire qui a explosé, hein, celle de Fukushima. Avant l'accident nucléaire de Fukushima, à peu près personne ne savait placer Fukushima sur une carte, hein, sauf les Japonais eux-mêmes. Maintenant, le monde entier sait ce que c'est que Fukushima, il sait ce qui s'est passé à Fukushima, à la suite d'un tsunami consécutif à un tremblement de terre sous-marin. Bon, ce sont des conditions exceptionnellement dramatiques, hein, comment dirais-je, un concours de circonstances extrêmement malheureux, mais une centrale nucléaire est entrée en surchauffe, a explosé, et les conséquences sont parfois invisibles, parce que la radioactivité nucléaire, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais ces conséquences sont de portée non pas japonaise, ni même asiatique, mais sont de portée mondiale, parce que la radioactivité qui a été rejetée dans la mer ou qui a été rejetée dans l'atmosphère va ensuite circuler avec les courants marins, mais aussi avec les courants aériens, et donc du coup le désastre est mondial. Vous en avez sûrement entendu parler. Et du reste, c'est loin d'être la première fois que l'énergie nucléaire est montrée du doigt. Alors il y avait déjà eu des incidents plus ou moins graves, mais à une époque où la communication était davantage verrouillée, l'information moins libre, les réseaux sociaux n'existaient pas, ça passait un peu plus inaperçu. Mais déjà en 1986, il y avait eu la catastrophe. À l'époque, c'était l'Union soviétique, aujourd'hui, ça serait l'Ukraine, la catastrophe de Tchernobyl, où là, il n'y avait pas eu de tremblement de terre, il n'y avait pas eu de tsunami, mais une autre centrale nucléaire avait explosé en Europe de l'Est, et les effets de la catastrophe de Tchernobyl continuent à se faire sentir, hein, puisque encore aujourd'hui des gens meurent victimes de radioactivité, et pas uniquement dans les environs de Tchernobyl. Et donc l'énergie nucléaire, c'est très clair aujourd'hui, n'a
pas franchement les faveurs du grand public, surtout à une époque où la conscience écologique, les enjeux de développement durable se sont véritablement imposés dans l'esprit du grand public. L'énergie nucléaire est considérée comme une énergie dangereuse. Ce qui explique que de nombreux pays qui s'étaient décidés à adopter la filière du nucléaire parce que le nucléaire était considéré comme moins polluant que le charbon, le pétrole, ou tout simplement parce que ça évitait de dépendre du Moyen-Orient pour le pétrole. Par exemple, ça permettait d'avoir une certaine indépendance énergétique, c'est essentiel l'indépendance énergétique, ne pas dépendre d'un pays voisin. Eh bien, des pays qui avaient donc cédé à la tentation de l'énergie nucléaire sont en train de s'interroger, voire de faire marche arrière, hein, c'est-à-dire d'abandonner la filière de production énergétique du nucléaire. Et par exemple, après Fukushima, vous avez des pays qui ont décidé de dire stop. Ça n'avait pas été tellement le cas après Tchernobyl, parce que, bon, Tchernobyl, évidemment, ça avait frappé les esprits, mais on savait que les centrales nucléaires soviétiques étaient très très mal entretenues, et on s'était dit que c'était la faute de l'homme, et que si les centrales avaient été soigneusement entretenues, il n'y aurait pas eu d'accident, que en fait l'énergie nucléaire était malgré tout extrêmement sûre. Bon, là on voit bien avec Fukushima que même quand les centrales sont bien entretenues, le risque zéro n'existe pas, et qu'en cas de catastrophe, la catastrophe est nécessairement majeure. Donc en rouge, ce sont les pays qui ont décidé d'abandonner le nucléaire, et notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, bon, ont décidé, voilà. D'autres, on considère que ils n'ont pas forcément le choix, ils continuent, mais c'est pas la majorité. Et ça pose des enjeux, ça pose des problèmes, parce que si on abandonne l'énergie nucléaire, il faut la remplacer par autre chose. Et puis, il y a un autre enjeu. Et cet autre enjeu, c'est l'emploi. Parce que quand vous avez développé, et c'est le cas de la France par exemple, quand vous avez développé des entreprises qui vendent dans le monde entier des centrales nucléaires, hein, à construire sur place, qui maîtrisent le processus de fabrication de l'énergie nucléaire, eh bien ça rapporte énormément d'argent à ces entreprises et ça génère des milliers d'emplois. Donc si vous abandonnez la filière du nucléaire, vous condamnez ces emplois, parce qu'évidemment si vous ne vendez plus de centrales nucléaires, eh bien évidemment vous pouvez mettre la clé sous la porte, vous allez faire faillite. Et ça n'est jamais de gaieté de cœur qu'un gouvernement va accepter d'avoir des milliers de chômeurs juste parce qu'on abandonne une filière du nucléaire ou que l'on ferme des centrales. On le voit par exemple avec cette fameuse centrale de Fessenheim à la frontière quasiment entre la France et l'Allemagne, une centrale qui va finalement être fermée qui est finalement fermée parce qu'elle est devenue trop vieille, donc potentiellement dangereuse. Et autant les défenseurs de la fermeture de Fessenheim applaudissent, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils réclamaient la fin de l'activité à Fessenheim, mais autant les employés et tous ceux qui vivent de l'emploi généré par la centrale, eh ben, eux par contre ils font la gueule parce que évidemment c'est un manque à gagner terrible. Voilà, sur la photographie précédente, vous avez donc vu des gens qui manifestaient pour sauver, entre guillemets, la centrale nucléaire de Fessenheim et pour sauver les emplois qui allaient avec. Mais vous voyez qu'il y a un choix de société à faire et qu'évidemment tout le monde n'est pas du même avis, puisque vous avez d'autres manifestants qui, eux, sont exactement de l'avis inverse. Peu importe finalement l'enjeu économique, tant pis s'il faut sacrifier des emplois,
rien n'est supérieur à la santé des enfants, comme l'indique cette banderole de manifestants. Donc vous voyez qu'il y a un choix à faire et qui n'est pas au fond si simple parce que les conséquences se feront sentir en bien mais en mal. Si c'était tellement évident de choisir, si une énergie n'avait que des inconvénients et l'autre que des avantages, eh ben, ça serait simple. Mais justement, tout n'est pas si simple. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Japon, qui avait abandonné le nucléaire après Fukushima, hein, parce que même si je vous ai dit que les conséquences de la catastrophe s'étaient faites sentir à l'échelle de la planète entière, les Japonais ont quand même vu de très très près ce que pouvait générer une catastrophe nucléaire. Ils en ont quand même été les principales victimes, les premières et principales victimes. Donc le gouvernement japonais, dans un premier temps, avait fait fermer toutes les centrales nucléaires du pays. Mais le problème, c'est que quand on est un pays qui n'a ni de charbon, ni de pétrole, ni de gaz naturel, et bien après, quand on n'a plus d'énergie électrique, soit on n'a plus d'énergie du tout, soit on est obligé d'importer massivement et de construire des centrales thermiques. Et ça a un coût économique, ça a un coût environnemental, et puis c'est compliqué malgré tout, hein, surtout là de passer d'un extrême à l'autre, du zéro pétrole au tout pétrole, c'est quand même très compliqué. Donc les Japonais, ben, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus pas se passer du nucléaire. Et c'est pour ça que 3 ans après la catastrophe de Fukushima, ben, ils ont fait marche arrière. Ils avaient abandonné le nucléaire, ils l'ont remis en fonction. Alors évidemment, on peut espérer que les processus de contrôle sont beaucoup plus stricts qu'avant la catastrophe, mais très clairement, la vie quotidienne des Japonais, l'économie quotidienne des Japonais est malgré tout dépendante de l'énergie nucléaire. Et les choix de société sont parfois compliqués par le fait que les énergies considérées comme fossiles, ben, finalement, ne sont peut-être, et donc non renouvelables, ne sont peut-être pas tant que cela. J'entends par là que les défenseurs du tout pétrole, parce qu'il y en a, hein, notamment les gens qui dépendent, dont les métiers, dont les revenus dépendent de l'exploitation pétrolière, font valoir que le gaz de schiste, qui n'était pas exploité il y a encore de cela une vingtaine d'années, peut permettre de prolonger l'activité pétrolière pour plusieurs, probablement décennies, voire pour les plus optimistes pendant des siècles, hein, parce que ce gaz de schiste, en réalité, bon, c'est très proche du pétrole, on peut le raffiner, on peut adapter les moteurs thermiques, donc ça permettrait effectivement de prolonger l'activité des hydrocarbures, de prolonger l'activité de la ressource pendant plusieurs dizaines, voire d'années, voire pendant plusieurs siècles. Mais là, ça pose un autre problème, c'est que le gaz de schiste est extrêmement polluant, et notamment parce pour l'exploiter, il est nécessaire de fracturer le sous-sol, et la technique implique de fortement polluer les nappes phréatiques. Et par exemple, aux États-Unis d'Amérique, où on utilise systématiquement le gaz de schiste, hein, on l'exploite de manière systématique, et bien dans les endroits, dans les régions où l'on trouve des exploitations de gaz de schiste, eh bien on voit sur YouTube ou autre des expériences curieuses du genre vous passez un briquet sous le robinet d'eau, et l'eau s'enflamme parce qu'en fait il y a du gaz de schiste qui s'est mélangé à l'eau du robinet,
Et en fait, l'eau n'est plus potable. Les gens qui boivent l'eau du robinet dans ces régions prennent un risque grave pour leur santé. Et donc, oui, on peut peut-être remplacer le pétrole par le gaz de schiste, mais est-ce qu'on pourra remplacer l'eau douce et l'eau potable par du gaz de schiste? Certainement pas. Mais malgré tout, voilà, ça crée là encore un débat entre ceux qui sont pour le gaz de schiste et ceux qui sont contre. Et même les énergies dites renouvelables et considérées comme non polluantes, comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, n'ont pas que des défenseurs. On le voit même chez nous, avec notamment le projet d'éoliennes là, autour des côtes Matra, du côté de Noyant, d'Allier et de Gypsy. Vous avez des gens qui sont pour l'installation d'éoliennes et puis vous avez des gens qui sont contre. Parce que l'éolien n'est peut-être pas extrêmement polluant, c'est possible, mais il implique probablement des nuisances. Même si elles ne sont pas forcément prouvées de manière systématique, on sait que les élevages qui sont installés à proximité d'éoliennes visiblement ont des difficultés, les animaux tombent malades, la production laitière semble impactée négativement par la présence des éoliennes. Il y a l'aspect visuel, il y a aussi le fait que ces éoliennes apparemment font du bruit, forcément, hein. Donc remplacer des énergies fossiles, oui, mais si on cherche une énergie qui n'a pas d'effet secondaire négatif, qui n'a pas on risque d'attendre longtemps. L'éolien c'est pareil, le solaire c'est pareil, l'énergie solaire implique des panneaux. Et ces fameux panneaux posent des problèmes de recyclage parce que même si des progrès ont été faits dans ce domaine, les milliers, pourquoi pas dire les millions de panneaux qui pourraient être installés, après on en fait quoi? On les balance à la poubelle, c'est assez compliqué. Donc vous voyez, beaucoup de questions, des choix à faire, mais des choix qui ne sont finalement pas si évidents que cela et qui ne mettront pas tout le monde d'accord. Alors, maintenant que je vous ai exposé de manière rapide les choix qui s'offraient aux sociétés du monde du XXIe siècle, regardons un peu l'évolution des différentes consommations à l'échelle mondiale. Vous avez un double graphique circulaire, surtout pas un graphique de camembert, un double graphique circulaire où on vous présente la consommation mondiale d'énergie pour l'année 2015. Donc c'est du passé, hein, passé récent, bon, on va dire que c'est la consommation d'aujourd'hui, à peu de choses près. Et puis vous avez la même consommation, mais dans une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, c'est-à-dire finalement à relativement court terme, 2035. Alors bien sûr se pose la question du comment on mesure chaque énergie, parce que comment est-ce qu'on peut comparer des boulets de charbon à du gaz naturel, à des litres de pétrole, à des kilowattheures d'énergie électrique d'origine nucléaire, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc en fait, vous avez des scientifiques qui ont mis au point une échelle de mesure qu'on appelle la tonne équivalent pétrole, en abrégé TEP. Et c'est ce qui permet ensuite de pouvoir mettre dans un même graphique des énergies de nature et d'origine différentes. Et de comparer finalement des choses qui deviennent comparables. Alors ce que l'on voit, c'est qu'en 2015, de 2015 à 2035, la consommation en millions de tonnes d'équivalent pétrole va augmenter. Elle va augmenter d'à peu près 4 milliards de tonnes équivalent pétrole, hein, puisqu'on va passer de 13 milliards 500 millions de tonnes équivalent pétrole à peu près 17 milliards et demi. Bon, mais c'est normal puisque la population de la planète elle-même va augmenter. Les besoins augmentent, la consommation augmente.
Après, quelle va être la part de chacune des énergies, soit fossiles, soit renouvelables, dans ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire le fait qu'on n'utilise pas qu'une seule énergie, on ne puise pas qu'une seule énergie, mais on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, mais on a tendance à diversifier les sources d'énergie. Alors, je vais vous demander de regarder attentivement ce document et je vais vous demander de faire l'exercice qui suit. Alors en fait, le but, ça va être de tirer les conclusions de l'analyse du document, de tirer la morale de l'histoire, hein, comme dirait Jean de La Fontaine dans une de ses fables. Donc je vais vous demander d'associer pour chacune des deux colonnes, par code de couleur, hein, par paire de couleurs, je vais vous demander d'associer l'énergie avec le commentaire qui lui convient, sachant qu'il n'y a qu'une seule bonne association possible par couple. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule réponse juste possible à chaque fois. Donc, mettez-moi sur pause, observez le graphique que je vous ai mis en modèle réduit, ou revenez à la diapo précédente si vous voulez le voir en grand, et je vous donne rendez-vous pour le corriger. Voici le corrigé. Donc, la consommation globale d'énergie, on l'a vu, est en très forte augmentation. On voit aussi que la consommation du charbon va enregistrer la plus forte baisse, notamment parce que les Chinois sont en train d'abandonner la consommation de charbon parce que ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de sacrifier leur environnement et que la pollution, hein, on l'a vu ensemble, c'est pour ça que je vous le rappelle, la pollution en Chine a atteint des proportions très inquiétantes et entraîne des problèmes de santé publique particulièrement graves, et que le charbon est la cause numéro 1 de cette pollution, parce que comme les Chinois possèdent énormément de charbon dans leur sous-sol, ils l'exploitent, et évidemment c'est la solution de facilité, mais encore une fois, ça entraîne des conséquences gravissimes. Donc il tourne le dos au charbon progressivement, et c'est ce qui va expliquer que le charbon va être beaucoup moins consommé. Le pétrole lui aussi va enregistrer une baisse, mais une baisse finalement assez mesurée, assez relative. La consommation de gaz naturel, elle, va même augmenter, bien qu'on ait affaire à une énergie encore une fois fossile, hein, qui sera rapidement épuisée. La consommation d'énergie nucléaire, elle, devrait être en stagnation, puisque comme je vous l'ai expliqué, le nucléaire depuis Fukushima et Tchernobyl a une mauvaise réputation. Donc de nombreux pays tournent le dos au nucléaire ou hésitent à développer la filière du nucléaire. Et par contre, les énergies renouvelables, elles, vont connaître une certaine croissance. Alors après, il y a deux façons de voir les choses. Si on a à l'esprit le développement durable et qu'on a un peu la fibre écologique, environnementale, on va se réjouir en disant que on passe de 13% à 18% à l'échelle mondiale, c'est une augmentation forte. Bon, effectivement, ça c'est bien, mais en même temps, force est de constater que en 2035, les énergies renouvelables ne représenteront que 1/5 de la consommation d'énergie mondiale. 1/5, c'est-à-dire malgré tout une minorité. L'avenir appartient peut-être aux énergies renouvelables, mais un avenir dans un temps encore assez lointain, parce que dans un avenir finalement proche, l'énergie fossile visiblement encore beaucoup d'avenir. Et à l'échelle de la France alors, à l'échelle de notre pays, parce que c'est intéressant en géographie de varier les échelles, on vient de voir la consommation d'énergie dans le monde. Et alors en ce qui concerne la France, eh bien, je vous propose ce nouveau graphique. C'est pas la consommation qui est mise en avant dans ce graphique, c'est la production, mais ça revient à peu près au même, puisque on produit pour consommer.
Et qu'est-ce que l'on remarque? Eh ben, on remarque qu'en France, comme je vous l'expliquais, on a développé la filière nucléaire civile et que la France est devenue un des pays qui maîtrise le plus le savoir-faire nucléaire. Et donc du coup, la production du nucléaire a représenté jusqu'à 80% de l'énergie d'origine électrique produite en France. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On est tombé à 71% en 2018. Mais malgré tout, ça veut dire que pratiquement les trois quarts de l'électricité produite en France l'est par le nucléaire civil. Après, la deuxième source majeure, mais bien loin derrière, c'est l'énergie hydraulique, avec les barrages installés sur les fleuves, les rivières. Mais là, on a atteint un maximum quasi indépassable, parce qu'une fois qu'on a fini d'équiper tous les cours d'eau, ben après, on ne peut pas faire plus. Et on voit que les énergies d'origine, enfin les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, les bioénergies, c'est-à-dire la biomasse, représentent finalement moins de 10% de la production d'électricité. Donc autrement dit, la France pour l'instant a clairement choisi de privilégier sa filière nucléaire et les énergies renouvelables apparaissent finalement extrêmement secondaires. Nous voici arrivés au terme de notre séance, donc je vous propose de faire connaissance avec les chiffres clés de la séance associée à la gestion des ressources et leurs enjeux. Donc 1,2 milliard d'humains n'ont pas d'accès régulier à l'électricité. Voilà, ça c'est quand même un chiffre majeur à retenir. Ça fait quand même presque un habitant de la planète sur 6. 3. C'est par ce chiffre que la consommation d'énergie a été multipliée depuis 1965. Donc ça veut dire que l'homme est très dépendant de sa consommation énergétique, aussi bien pour sa vie quotidienne que pour son activité économique. Et en 2020, 85% de l'énergie consommée provient des énergies fossiles dans le monde, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir la leçon associée à la question de l'énergie et ses enjeux dans le monde, en espérant que la séance vous aura intéressé, d'autant que vous êtes l'avenir du monde, donc vous aurez, vous aussi, en tant que futur citoyen, à vous prononcer sur les choix cruciaux concernant l'énergie et ses enjeux. Donc c'est bien dès maintenant de pouvoir commencer tranquillement à y réfléchir et à vous forger votre décision. Bonne journée et à bientôt pour la fin de la séquence.